Hello! Bienvenue dans la réalité du terrain, le podcast d'interview de professionnels du luxe qui souhaitent t'aider à trouver ta voie. Dis show, ça signifie quoi concrètement, être chef de projet e-retail international? Moi, c'est chaud. Je suis chef de projet e-retail international dans une maison de cosmétiques de luxe. Est-ce que tu veux commencer par parler de ton métier directement ou parler un peu quand même de ton parcours pour nous dire comment t'es arrivé là? Mhm. Pour commencer, du coup, je suis née au Vietnam et j'ai grandi au Vietnam. Donc, j'ai eu la chance d'avoir deux parents qui sont diplomates. Et donc, du coup, en fait, ça m'a permis de grandir dans un environnement international. Donc j'ai fait d'abord des études en France. Lorsque mes parents sont partis, ils sont rentrés au Vietnam. Je suis restée en France pour les études supérieures. Oui. Parce que Donc t'es arrivée à quel âge en France en du Vietnam? France, du coup, je suis arrivée au lycée. Ok. Donc, j'ai fait le lycée en France, puis la classe préparatoire. Oui. Où on était ensemble. Et ensuite, une grande école de commerce qui s'appelle Audencia à Nantes. Oui. Et donc, du coup, en fait, suite au master, j'ai fait 2 stages. D'abord dans le marché de l'art, puis ensuite dans le monde de la gastronomie. Et après, en fait, lors de ces stages, j'ai découvert que j'ai adoré le secteur du luxe Ouais. et que j'aimerais plutôt, en fait, me diriger vers un secteur que je connaissais bien, Ouais. que j'aime bien, qui fait partie de mon quotidien. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans le cosmétique de luxe. Et ce qui m'amène, du coup, après un stage de fin d'études, dans cette maison, je suis restée en CDI, donc sur le poste de chef de projet e-retail international. Ok. Tu savais déjà que tu voulais aller dans le digital? Ou c'était C'est un l'expérience peu par avant? hasard, ouais. Ouais. Au début, en vrai, je pense que c'est toujours un peu vague parce que, tu sais, quand tu finis le lycée et même après la prépa, ton projet professionnel, il est pas hyper clair. Clairement pas. Euh, et en fait, c'est vraiment par hasard que j'ai découvert le digital et que j'ai appris à aimer ça. Ok. Et c'est un peu en partie grâce au Covid. Après mon premier stage dans le marché de l'art, je cherchais mon deuxième stage de césure. Et c'est vraiment en fait par hasard que je suis tombée sur une offre en fait en marketing digital dans une grande chaîne de gastronomie Ok, du coup. française. Ouais. Et donc du coup en fait c'est à travers ce stage que j'ai vraiment découvert en fait le métier du digital. Ok. Donc c'était vraiment en fait un job en 360. Donc je Ok. faisais du e-commerce, SEO, SEA, également en fait du social media. Donc c'est vraiment en fait j'ai découvert ces métiers-là Ok. et Vraiment d'acquisition de clients voilà un peu digital. tout Ok. et du CRM Mm. également. Ok. Donc je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis Ouais. d'apprendre le métier du digital et vraiment prendre goût en fait à ce monde-là. Ok. Et donc, après ce stage dans le monde gastronomique, t'étais retournée en cours entre-temps ou c'était directement ton stage de fin d'études? Enfin, quand j'étais en Angleterre, je passais les entretiens Ouais, ok. pour le stage de fin d'études. Ok. Et c'est en rentrant de l'Angleterre que j'ai commencé mon stage de fin d'études. Ok. Que t'as fait du coup dans la maison où t'es actuellement? Sur le même poste? J'ai Ok. toujours été dans la même équipe. J'ai eu beaucoup de chance aussi Ouais. lorsque j'ai fini mon stage. Ouais. Certes, j'avais une très bonne performance, mais j'avais aussi beaucoup de chance qu'il y a eu une opportunité qui se Oui. présentait. Et l'équipe m'a proposé justement de continuer sur le poste de chef de projet officiellement. Et c'est comme ça que mon aventure continuait dans la maison. Et là, Ok. ça fait quasiment 4 ans que j'y suis Waouh, sur le poste. déjà. Voilà. Ok. Et du coup, raconte-nous tout. Qu'est-ce que c'est le retail? Qu'est-ce que tu fais en tant que chef de projet? Quel est ton métier concrètement? Waouh, alors. Vague question. En fait, chef de projet e-retail international, Mm. en tout cas dans notre maison de cosmétiques, c'est vraiment en fait être un chef d'orchestre. Tu es vraiment au cœur en fait de tous les lancements et donc du coup en fait tu fais le lien vraiment entre les équipes marketing, les équipes en interne, marketing, social media. CRM et avec en fait les marchés où en fait on travaille au quotidien avec des contacts marchés e-retail. Donc c'est eux qui vont faire les négociations avec les retailers. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas en contact direct avec les retailers. Donc, je travaille certes sur les lancements de notre maison sur les sites de Sephora, Macy's, sur un scope worldwide, mais je ne suis pas en contact direct avec eux. Ok. Donc, je travaille plutôt avec les contacts marchés. Et du coup, en fait, notre quotidien, c'est vraiment, en fait, je travaille sur les guidelines internationales que je partage au marché. Et après, à travers des meetings, des calls sur les validations, eh bien, on va adapter, en fait, toutes les stratégies globales à des spécificités locales. Ok.
pour te donner un petit peu une idée des journées qu'on a. Oui. C'est assez mouvementé, mais du coup, on peut commencer la journée par travailler avec le marché Japon, par exemple. Et en journée, c'est toujours les échanges avec l'Europe, le marketing. Ouais, pour le décalage horaire. Et on finit toujours avec le marché US. C'est un rythme qui est assez intense. On jongle beaucoup entre stratégie, entre analyse data, mais aussi sur beaucoup d'opérationnel. Donc c'est un métier que je trouve qui est très passionnant. C'est assez stimulant dans les types de missions, c'est très divers, très varié. Et à côté, en fait, tu touches à beaucoup de types de métiers différents. C'est pas que du e-retail classique, c'est beaucoup d'échanges aussi. Ok, alors attends. si je dois expliquer ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que moi ça me parle parce que du coup je suis dans le business, etc. Même si je suis pas en cosmétique, donc c'est quand même nouveau. Ouais. Disons, tu as un lancement de produit, tu dis cosmétique, donc un rouge à lèvres. Toi, tu émets du coup donc les guidelines. Pourquoi pour parler de la campagne. Tu veux voir un peu de A à Z comment fonctionne un lancement Ouais. de cosmétique. Alors par exemple, moi je suis sur 2 axes en particulier. Ok. Donc c'est sur le soin et la brand animation. Ok. Donc brand animation, c'est tout ce qui est les moments forts. La fête des mères, Summer, Noël. Alors par exemple, pour un produit de soin, donc on a un brief qui vient du marketing sur le concept. Donc c'est vraiment, je me base sur ce brief digital pour construire un peu notre stratégie en e-retail et comment en fait je vais créer les guidelines pour le lancement. Donc à partir de ce brief, je vais travailler sur un kit e-retail. Donc c'est des guidelines qui contiennent à peu près 100 pages. Du coup, en fait, dans ce document, on va en fait guider les marchés à préparer un lancement sur un site de retailer. Parce que du coup, c'est pas sur le site e-commerce de ta maison. Exactement. Le site e-commerce, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, c'est vraiment l'équipe e-commerce, e-merch qui est dessus. Ouais. Moi, sur le e-retail, c'est uniquement sur les revendeurs, sur les retailers agréés. Et donc, du coup, en fait, on va préparer ces guidelines sur ces sites. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, de notre côté, on n'a pas la main, en fait... sur le stock, sur la vente directe des retailers. Cependant, on peut contrôler l'image qu'on va montrer chez ces retailers. Et l'idée, c'est que, en fait, dans un environnement qui est multimarque, comme ces retailers, où tout est très compétitif, tout le monde fait des promotions, l'idée, c'est que vraiment, nous, on va essayer de garder notre image de marque, bien mener notre storytelling de maison de luxe. Et donc, du coup, dans ce kit e-retail, c'est ce qu'on va essayer à la fois, de reproduire l'expérience comme si tu pouvais avoir en boutique, mais en digital. Le premier but, c'est de guider le consommateur à acheter ton produit en ligne. De 2, donc du coup, en fait, à être compétitif avec les autres marques, mais tout en restant luxe. Et troisièmement, c'est vraiment, en fait, faire vivre cette expérience d'une manière vraiment optimale et immerger le consommateur dans ton univers. Donc vraiment, le kit e-retail, il va comprendre tous ces aspects-là un peu en 360. Si tu as un nouveau produit, c'est comment tu vas montrer la page produit. Donc si tu regardes un petit peu sur Sephora.com, Macy's.com, ou d'autres retailers du monde entier, tu vas voir la page produit, elle est quasiment la même partout dans le monde. Puisque en fait, ça vient de nos guidelines. Je vais avoir un pack shot, puis des boards e-retail qui vont montrer un petit peu les ingrédients principaux, les bénéfices, un peu du storytelling aussi. Si on a un ingrédient qui relève vraiment de l'histoire de la maison, on sait vraiment guider le consommateur à comprendre le produit, mais également à comprendre en fait notre univers. Ensuite, une fois que tu as déjà la page produit, comment elle sera jouée chez le retailer, eh bien en fait, il faut aussi que cette page elle soit visible. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le consommateur, quand il va aller sur un site de marque propre, en fait, il sait déjà qu'il va acheter cette marque. Tout à fait. Cependant, un conso qui va aller sur un site de retailer, en fait, il ne sait pas forcément. Donc, l'idée, c'est aussi de les mener vers ta page produit, vers ton univers. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est des bannières, des visibilités qui sont plus top visibilité. Donc, c'est en homepage, donc la page d'accueil du retailer et en social media, par exemple. Pour cela, on va aussi montrer dans le kit e-retail quel visuel il faut utiliser pour les bannières, comment il faut cropper les bannières, les landing pages, comment on va mener aussi tout le storytelling sur le nouveau produit, sur la gamme, sur l'univers de la maison. Donc du coup, tout ce qui est sur le site du retailer, on appelle ça du on-site. Et tout ce qui est
hors site du retailer, on appelle ça du off-site. Alors, du coup, ce qui est hors du site du retailer, c'est du social media, c'est du CRM. C'est des choses qui sont publiées par le retailer, mais c'est notre contenu. Donc, on contrôle vraiment tout ce qui est image de marque. Et toutes les prises de parole, du coup, même si c'est en leur nom, comme ils parlent de votre maison, Ouais. vous leur donnez du coup des guidelines. Voilà, ça reste notre prise de parole. Et en fait, c'est une pratique aussi qui est un peu une condition essentielle pour les maisons de luxe, c'est d'avoir seulement en fait des prises de parole monomarques. On ne voudrait pas apparaître en fait au sein des communiqués qui sont promotionnels, puisque en fait à long terme, ça va un peu dégrader l'image de marque. Et est-ce que, puisque le but c'est quand même le client achète du coup au sein de ta maison, est-ce qu'il y a parfois des sortes de redirections ou des trucs qui sont faits pour que du coup le client achète aussi sur le site de ta maison? Ou est-ce que ça fait un peu concurrence déloyale parce que du coup ton retailer il est en mode bah non ça marchait pas, là c'est mon site, c'est mon stock, je sais pas si vous avez déjà eu des cas. Non, en fait, du coup, quand tu es sur du e-retail, toutes les redirections se font seulement sur le site du retailer. Par exemple, du coup, en fait, pour le lancement de Noël, souvent, c'est que je vais créer aussi une expérience qui est un peu plus extra mile. Oui. Parce que donc, du coup, en fait, c'est une période de l'année où toutes les marques cherchent un petit peu à se démarquer, et nous y compris. Et du coup, en fait, à ce moment-là, du coup, j'essaie toujours, en fait, avec la marque, de faire un projet qui est un peu plus extra mile où on va développer une expérience digitale. Ce qui est un peu plus comme un gift finder où tu vas amener en fait le consommateur dans un univers, enfin c'est une prise de parole monomarque. On guide en fait le consommateur en fait à travers un questionnaire ou une expérience un peu plus immersive pour les mener dans un parcours, une recommandation qui est purement produit de chez nous. Et de chez vous, Et du coup, ça reste toujours dans l'environnement du retailer et les liens de redirection pareil. Donc c'est quelque chose, je pense que jusqu'à maintenant, on est la seule marque à pouvoir faire en fait ce type d'expérience. Et chaque année, en fait, c'est ce qui nous permet aussi de vous démarquer, de nous démarquer, d'être vraiment en top of mind pendant la saison de Noël. Oui. Et donc ça, ces guidelines, tu les crées pour toi, donc tes marchés, qui après les donnent du coup à ces retailers. Exactement. Est-ce qu'il y a du coup des guidelines un peu différentes par rapport au marché? Tout à fait. En Chine, au Japon. Bien sûr. En fait, il y a toujours des adaptations en fonction des marchés. Donc, en fait, une fois qu'on envoie les guidelines, c'est pas fini. Parce que du coup, en fait, il faut qu'on travaille avec notre graphiste pour fournir en fait les assets. Donc, en fait, on met à disposition ces assets-là à nos marchés qui, eux, en fait, à leur tour, vont les localiser. Donc, en fait, ils vont adapter par rapport... Enfin, du coup, ce qui s'applique surtout aux soins, c'est le réglementaire local. Puisque du coup, en fait, les bénéfices ne sont pas forcément en fait acceptés partout dans le monde. Voilà. Donc, par exemple, du coup, en fait, tu vas avoir des formulations du wording qui va être adapté en fonction des marchés. Enfin, forcément, ça sera traduit dans la langue locale, mais en plus de ça, tu peux avoir du vocabulaire un peu exactement. différent. Et des tests qui sont adaptés aussi à chaque marché. Enfin, chaque grand marché et surtout pour les pays sensibles qui sont beaucoup plus restreints du coup en termes de claim et bénéfices. Donc on pourrait avoir des adaptations. Donc souvent, une fois que j'envoie les guidelines, j'envoie les assets, les marchés, eux, on va à leur tour, en fait, revoir avec leur marketing local, revoir avec les retailers locaux. Et après, vont me dire, en fait, les visibilités qu'ils ont réussi à négocier, plus les types d'adaptations qu'ils doivent avoir. Et moi, en fonction, du coup, je vais voir aussi avec le marketing central. On est vraiment honneur, en fait, de l'image de marque à un niveau global. Du coup, on va voir, en fait, si on peut valider ou pas. Si cette adaptation locale, elle est cohérente par rapport à l'image de marque globale. Donc, si c'est du wording, souvent, en fait, c'est vraiment adapté au marché. Mais parfois, en fait, il se peut que, par exemple, le marché US aime bien adapter aussi des visuels, aime bien adapter le wording, pas forcément en raison du réglementaire, mais juste parce qu'ils pensent que c'est plus user-friendly. Et donc, du coup, en fait, on a besoin aussi de voir à un niveau global. De cadrer. Voilà, de cadrer. Est-ce que c'est cohérent avec notre communication globale ou pas Et en vrai, tu vois, surtout que maintenant, avec l'IA, les marchés vont vouloir, en fait, pour aller plus vite, retoucher les images avec l'IA.
Oh waouh. Et justement, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout autorisé chez nous parce que du coup, on aimerait toujours garder en fait cette ownership sur toute la communication visuelle. C'est vraiment en fait pour maintenir cette image de marque premium et justement éviter qu'il y a un peu de dérapage parce qu'on ne contrôle pas encore forcément tout ce qui est fait avec l'IA. Oui. Surtout, qu'est-ce qu'ils veulent retoucher? C'est genre des différents crops ou c'est vraiment les teints de peau ou des... Alors, ça peut être les teintes de peau, ça peut être les shades de maquillage. Ça peut être, par exemple, en fait, on a produit que des visuels avec des produits solo parce que d'un point image de marque, en fait, quand tu as un seul produit sur les visuels, en fait, tu vas forcément le mettre plus en avant, plus le valoriser par rapport à notre storytelling. Et sauf que du coup, en fait, le marché US, souvent, en fait, ils aimeraient vendre plus. Et donc, du coup, ils voudront faire un peu une fusion, en fait, pour faire un visuel duo. Et à la fin, du coup, quand tu zoomes vraiment sur le visuel retouché avec l'IA, tu vois que en fait, le packaging du produit, les textes dessus, en fait, c'est plus bon. En fait, le métier qu'on a, c'est aussi vraiment en fait avoir l'attention aux détails et tu dois faire vraiment très très attention à tout ce que tu valides et qui seront après publiés en ligne client facing, quoi. C'est souvent le marché US avec qui tu as ces soucis-là, j'imagine. Pas que. Pas que. Récemment, on a plus de marchés qui se sont un peu lancés dans l'IA. Mais... Ok. Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais la partie brand animation et tu en avais une autre. Du coup, le soin et la brand animation. Ouais. Ok. Brand animation, c'est vraiment... je le fais sur triaxe. Donc, du coup, quand je fais les lancements de soins, donc je suis vraiment focus sur le soin. Mais quand je fais du coup l'autre axe qui est la brand animation, je serai sur du triaxe, donc ça veut dire genre les 3 gammes de produits. Donc du coup, non seulement le soin, mais aussi le maquillage et le parfum. Parce que du coup, en fait, dans notre maison de cosmétiques, on a les 3 axes. Et normalement, quand tu fais un kit e-retail, une communication, c'est forcément axé sur, par exemple, pour le soin, c'est les bénéfices. Pour le maquillage, c'est plus sur les couleurs, les shades. Oui. Sur le parfum, ça va être plus sur l'histoire de la maison. Et quand tu es sur la brand animation, en fait, tu vas être plus sur l'histoire de chaque campagne. On va guider en fait le consommateur dans l'univers de la campagne. Donc ça change vraiment en fonction de la fête en question, mais à chaque fois en fait c'est lié. La campagne elle est toujours liée avec un chapitre de la maison. Ok. Waouh. Et du coup, tu dois maîtriser un petit peu plus sur non seulement en fait l'histoire de la maison, mais aussi bien connaître en fait toutes les gammes de produits que tu peux avoir sur les 3 axes. Du coup, là, c'est qu'un axe de soins, par exemple, mais c'est aussi connaître les autres produits iconiques qu'on a. Ok. Et donc, si j'essaie de résumer, de reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, tu as une partie, effectivement, que j'associerais, moi, beaucoup à du marketing, puisque du coup, c'est la coordination aussi entre ton marketing, toi, central, tes régions, pour que vous ayez, du coup, ce même tone of voice. Mais tu disais, tu avais aussi une partie analytique. Ouais. C'est par rapport à quoi, ça ? En fait, c'est après chaque lancement, plutôt pour les quarters et foliaires, on fait un peu un bilan des performances. Et donc, du coup, en fait, si tu as en e-commerce, c'est plus sur les taux de clics, les taux de conversion. En fait, dans l'e-retail, on n'a pas vraiment accès à ce type de données, puisque c'est des données qui sont côté retailer. Et du coup, souvent, en fait, en raison des données personnelles, en fait, on n'a pas accès à ce type de données. Ce qu'on a seulement accès, c'est vraiment en fait les ventes, donc du coup, les ventes qu'on fait en fait pour chaque produit et pour chaque mois. Et donc du coup, ces données-là, c'est fourni par les retailers, mais on les récupère qu'un mois après le lancement. Donc du coup, par exemple, pour savoir si j'ai bien réussi à Noël, il faut que j'attends un mois plus tard pour savoir. Donc, et c'est toujours le suspense un petit peu. Et tu vois un petit peu comment tu te positionnes aussi par rapport aux autres marques concurrentes. Du coup, en fait, c'est sur un panel en fait qu'on a aussi nos ventes, mais aussi notre ranking et notre évolution par rapport aux marques concurrentes. Et ce qui nous permet vraiment, en fait, du coup, quand on fait nos analyses post-campagne ou par quarter, de savoir en fait vraiment si on a bien performé sur une période, sur un produit
et comment on peut encore faire mieux par rapport aux concurrents. Et savoir, par exemple, peut-être que sur une période donnée, on va performer moins bien sur un parfum phare qui a toujours bien performé historiquement. Et bien de pouvoir en fait creuser et de comprendre en fait les raisons pourquoi cette performance-là. Ok. Et donc ça, tu les fais en trimestre, comme tu disais, tu les fais aussi au mois le mois ou ça a moins d'importance? C'est ça, on fait aussi mois par mois, enfin du coup les monthly, quarter, bilan fouillir et après chaque grande campagne, notamment Noël. Ok. Et est-ce qu'il y a parce que tu parlais des moments clés, donc fête des mères, Noël, etc., mais il peut y avoir des moments clés même en local? Est-ce que il y a quand même des activations aussi qui sont faites par les marchés? Il y en a aussi. Alors du coup, en fait, les activations locales se font principalement avec les e-concessions. Donc c'est plus les plateformes qui sont utilisées en Asie. Donc les e-concessions, c'est par exemple Tmall, Douyin, JD. Donc c'est des plateformes chinoises. Mais tu as aussi Kakao en Corée ou Zozo au Japon. Et du coup, en fait, c'est des types de plateformes qui sont complètement différents. Des e-retailers qui sont principalement aux États-Unis et en Europe. Et donc, du coup, en fait, pour ces temps forts asiatiques, en fait, comme par exemple, je pense que tu as Chichi, 520 ou 1111. Du coup, en fait, c'est les moments clés qui sont gérés plutôt côté e-concession. Mais on a aussi des campagnes du coup, en fait, qui sont créées du marketing central, et puis qui sont adaptées à ces marchés locaux. Ok. Et de manière très simple, comment tu différencies, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de e-commerce, e-concession et retail, comment tu différencies les trois? Comment je différencie les trois? Alors, je pense que ce que tout le monde connaît, ça va être du e-commerce. Du coup, c'est vraiment le site propre. Tu gères le back-office, les stocks, vraiment, c'est ton site à toi. Et tu as 100% des données qui sont à toi. C'est vraiment le ownership, en fait, du site et de toutes ces données qui te permettent vraiment, en fait, d'améliorer en permanence ta performance. De piloter. Alors que, en fait, quand tu es sur e-retail et e-concession, en fait, tu es chez des sites externes. Et donc, du coup, tu dépends beaucoup, en fait, de leurs contraintes. Parfois, en fait, tu ne contrôles quasiment pas tout, en fait, de tes lancements. Et donc, du coup, en fait, c'est sur ces sites-là, il faut qu'on adapte. Enfin, déjà, de un, il faut qu'on livre les éléments beaucoup plus tôt. Parce que du coup, on n'est pas la seule marque qui est sur leur plateforme. Donc, on livre souvent les éléments 3 mois avant. Et une fois que une fois que nos marchés commencent à faire les négociations avec les retailers, les concessions, mais en fait, il y a beaucoup d'allers-retours aussi sur les créas, parce qu'il faut qu'on s'adapte aux contraintes du retailer. Et l'important, c'est vraiment en fait de trouver un juste milieu qui est satisfaisant pour le retailer, mais également pour nous en termes d'image de marque. Ok. Et après, c'est nous qui envoyons toujours les guidelines à ces e-retailers et e-concessions. Mais c'est plus sur la fin, en fait, ce qu'on obtient en termes de data. E-retail, on n'a que les données de vente, alors que e-concession, tu peux avoir les données e-commerce, comme le trafic, le taux de clic, etc. Donc du coup, en fait, quelque part, en e-concession, ça ressemble plus à un modèle de e-commerce plutôt que e-retail. Ok. Et toi, les concessions, du coup, tu les gères aussi ou pas? Non. Du coup, e-concession, c'est encore une collègue de mon équipe. Ok. Et moi, je suis que sur la partie e-retail. Monde. Ok. Waouh. C'est beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, ouais. Et je pense que le e-retail, en vrai, c'est... si tu n'es pas dans le métier, c'est vrai que ça peut paraître assez niche. C'est un mot qui peut faire peur un peu au premier abord. C'est souvent l'impression que j'ai quand je fais passer les entretiens pour recruter les stagiaires. Mais en vrai, dès que tu parles de Sephora, Marionneau, en fait, c'est un concept que tout le monde connaît. Oui. Et tu comprends, et je pense que ça devient presque intuitif après pour n'importe qui de comprendre que finalement, en fait, sur ces sites-là, en fait, tu peux pas contrôler grand-chose. Oui, tout à fait. Mais c'est important pour une marque de luxe de toujours en fait pouvoir maîtriser
Oui. le message que tu souhaites Tu communiquer. Oui, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi facile à comprendre, comme tu le dis, quand on parle de Sephora ou Marionneau, mais aussi même quand on achète un produit de luxe sur n'importe quelle plateforme et qu'on va voir la marque en mode « Ah, bah, il y a un problème avec mon produit ». Et la maison te dit « Bah non, il faut aller voir avec du coup la plateforme sur laquelle tu l'as acheté parce que du coup, c'est pas mon produit. » C'est ça. En fait, tu vois, par exemple, si tu achètes un produit de notre marque, Ouais. chez Sephora par exemple, eh bien en fait, et que tu le retournes, tout le SAV derrière le produit, c'est auprès du retailer. C'est ça. Alors que si tu achètes le même produit sur un site, enfin sur notre site e-commerce, eh bien en fait tout le SAV c'est avec nous. Je pense que du coup, enfin sur le SAV et même en fait tout ce qui est derrière le suivi de la commande, Tout à fait. c'est beaucoup plus attention et c'est fait avec beaucoup plus d'attention puisqu'on est la seule marque et on maîtrise aussi plus en fait sur le suivi et la satisfaction du client. C'est sûr. Ok. Et donc ça, c'est ton quotidien. Donc tu passes effectivement ta journée à être en call avec tes régions. Mais ça, c'est tous les jours? Ou c'est un moment de la semaine en particulier? C'est tous les jours. Après, le type de mission qu'on a avec les marchés, ça peut varier. Sur un moment, je pourrais être en train de travailler sur des guidelines que je concerte un petit peu avec les marchés. Ça peut être les validations une fois que les marchés auront adapté nos propositions, ou plus tard, en fait, quand on travaille en fait sur le post-mortem, sur les datas, eh bien, on récupère aussi en fait des données. Parfois, ça peut être des feedbacks quantitatifs comme qualitatifs, qui peuvent nous servir en fait à améliorer un petit peu l'expérience. Je pense que finalement, le e-retail, c'est moins du e-commerce, plus de marketing opérationnel avec les marchés. Puisque du coup, en fait, il y a toujours ce lien qui est super important avec nos contacts marchés. Et on est en permanence en train de comprendre, en fait, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner pour un tel ou tel marché. Certes, nos guidelines sont globales, mais elles doivent être, en fait, adaptables à tous les marchés. Ok. Et en ce sens, à qui ou quel type de personnalité, du coup, tu recommanderais ton métier? Je pense que en fait, comme on a beaucoup d'échanges avec les marchés, clairement. je pense qu'il faut être un minimum, en fait, avoir une aisance relationnelle, avoir un petit peu cette ouverture d'esprit aussi à l'international, puisque tu as une grande capacité d'adaptation avec les marchés. Et souvent, en fait, les gens sous pression, sous le rush, en fait, ils vont être très straightforward. Du coup, en fait, je pense qu'il faut bien saisir assez rapidement, en fait, les différences culturelles et de t'adapter assez rapide au marché. Enfin, comme on fait un peu le lien entre le marketing central et les marchés, tu es un peu un intermédiaire. Tu dois être à l'aise, en fait, à la fois en français, mais aussi en anglais, pour pouvoir, en fait, naviguer entre ces différents contacts et de saisir, comprendre vraiment en fait quels sont les pain points, comment on peut résoudre. Donc c'est aussi un mindset où tu es tout le temps en train de chercher une solution pour résoudre le problème. Je pense que donc du coup les qualités que je rechercherais ou qui sont faites un peu pour ce métier, c'est de 1, ouverture d'esprit à l'international, 2, c'est la capacité d'adaptation. Et de 3, je pense que l'attention aux détails aussi, puisque en fait, tu travailles sur des guidelines, sur les datas et surtout sur l'image de marque. Donc, dans les maisons de luxe, je connais très bien, en fait, on ne fait pas de l'approximatif. C'est toujours la perfection, on vise toujours l'excellence, puisque en fait, on aimerait que notre image de marque soit vraiment parfaite. Et c'est ce service, cette excellence-là, qui justifie vraiment en fait la qualité du produit auprès des consommateurs. Très clair. Enfin, de fait, tu mets beaucoup en avant cette ouverture d'esprit et le fait qu'il faut savoir être adaptable. Est-ce que tu as, ce que je posais tout à l'heure, un exemple? Tu arrives maintenant à déceler, tu vois, un peu ces moments où tu te dis, ah là, il y a un enjeu plus culturel, plus que vraiment il y a un conflit où tu n'arriverais pas à trouver une réponse ou une solution au problème. Je réfléchis. En fait, je pense que après 4 ans, je pense que j'ai un peu grandi avec mes marchés. En vrai, quand je venais d'arriver, en fait, c'est mon premier job. J'étais toute nouvelle, j'étais très junior et je découvrais un petit peu le monde du travail et les contacts marchés. Alors, c'est vrai que j'avais fait 6 mois de stage avant, donc je connaissais le métier et je connaissais à peu près les contacts avec qui je travaille. Mais il reste très intimidant
dans le Oui. sens où au central, enfin du coup au HQ, on est assez jeune. Ouais. En fait, enfin moi quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Et en fait, en face de moi, j'avais des contacts marchés qui avaient qui peuvent avoir 35, 40, voire Ouais. 50 ans. Et en fait, quand j'arrivais, en fait, je pense que le plus dur pour moi, c'était de m'affirmer en tant que centrale. Donc du coup, parce que c'est toi qui donnes un peu les guidelines, comment il faut faire les choses au Ouais. marché. Donc du coup, en fait, t'essaies d'avoir aussi cette Posture. légitimité. Ouais. Comment justifier vraiment Oui. en fait que tu es légitime face à ces gens qui ont déjà de un, ils sont sur terrain. Donc Oui. du coup, ils connaissent mieux les marchés que toi. Mais en plus, ils ont plus d'expérience. Donc du coup, en fait, comment ils vont te faire confiance? Je pense que depuis que j'ai commencé le travail, c'est vraiment j'ai pris les missions un peu à bras le corps. C'est ça l'expression. Oui, oui, oui. Très chou. Et vraiment, j'accompagnais les marchés pour leur expliquer comment en fait je raisonnais, comment en fait on a validé ces guidelines, ces stratégies au niveau central. Ce que les marchés ne comprenaient pas, je les accompagnais vraiment Pour leur faire comprendre. pour leur faire comprendre. Ok. Donc ça veut dire que parfois en fait tu peux accepter des calls à 20h Mm. et en one-one avec un contact marché, ça peut être le LATAM ou Oui. les US. Et Latin vraiment... America. ah oui, voilà, pardon. Et du coup, vraiment, tu les accompagnes et tu expliques un peu ta vision des choses. Bah, souvent, en fait, ce que je pourrais avoir en termes de misunderstanding avec les US, par exemple, Oui. souvent, en fait, on n'est pas d'accord sur l'image de marque Oui. et le côté business. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les US, donc, du coup, ils vont vouloir toujours être axés sur ce côté business, vendre plus, faire des bundles limite pour vendre plus, Oui. alors que d'un niveau central, en fait, on va vouloir axer plutôt sur le côté premium. On veut une image de marque qui est très clean, éviter tout ce qui est promotion. Et donc, du coup, en fait, cela peut passer même sur du wording qui est vraiment très, très minime. Donc, par exemple, tu pourrais avoir les US qui veulent promouvoir une tagline autour du gifting, par exemple. Donc, ce qui peut paraître en vrai d'un point de vue consommateur quelque chose d'assez normal, puisque tu es dans une saison de Pour faire des gifting. cadeaux. Voilà, Littéralement. sur la fête des mères ou encore Noël, en fait, c'est une saison pour offrir des cadeaux. Cependant, quand tu regardes d'un point de vue plus central, Oui. au niveau global, en fait, le gifting, si tu parles plus de gifting, cela pourrait aussi avoir une connotation de plus de promotion. Et du coup, en fait, d'un point de vue en central où on est garant de l'image de marque, en fait, on aimerait en fait limiter justement de trop s'approcher de ce côté un peu promotionnel. Et surtout que les US, en fait, ils vont vouloir, par exemple, même sur une période de fête de mère, de même faire du gifting pour tout le monde. Donc vraiment, en fait, c'est aussi, on est là aussi pour conseiller les marchés, leur recommander en fait d'aller dans une direction Alignée avec alignée l'image. avec l'image. Donc c'est toujours, c'est Oui. toujours très délicat un Oui. petit peu quand on doit en fait expliquer au marché et calmer un petit peu aussi cette tension qu'il pourrait avoir autour des choses qui peuvent paraître vraiment très petits, mais d'un point image de marque, c'est super important. Oui. Ok. J'ai. Et parce qu'effectivement, le marché américain, et moi je l'ai vu aussi en mode ou dans d'autres contextes, ils sont, de manière générale, sont très dans le discount. Que ce soit les credits, les machins, ils ont toujours un moyen de payer moins cher, ou en tout cas de payer à une valeur moindre que la valeur faciale des produits. Donc c'est vrai que d'un point de vue marque, de la même manière, tous les marchés US que j'ai pu rencontrer dans ma grande carrière, c'est toujours en mode oui, la promotion, oui, les bundles, comme tu dis, tout pour justement faire acheter plus, mais qui ne convient pas de fait avec l'image luxe, en tout cas de toutes les maisons qu'on connaît, parce que par définition, si c'est luxe, ça justifie son prix, et donc on peut pas le remiser ou autre, parce que justement, sinon après tu poses la question de la légitimité du prix, parce que c'est remisé, ils font quand même des marges, pourquoi c'est pas ça le prix initial, quoi. Mais oui, les US, ça m'étonne pas. Je pense que ce qui est important aussi, parce que même si le luxe n'est pas défini que par le prix, ça fait quand même partie des critères maison de luxe, parce que du coup, en fait, quand tu regardes en fait un pro de luxe, qu'est-ce qui le caractérise? Certes, une partie, c'est le prix qui est élevé, mais aussi, en fait, tout ce côté rareté, exceptionnel, parce qu'il y a une histoire et du savoir-faire qui est derrière. Et justement, en fait, ce que nous, on aimerait mettre en avant, c'est toute cette histoire.
On veut que c'est l'histoire et le produit exceptionnel en soi qui doit être en fait le premier message de communication plutôt que oui, c'est un cadeau pour une période donnée. Donc voilà, c'est toujours difficile Ouais. à faire comprendre au marché. Ouais. Et trouver l'équilibre est essentiel, mais C'est ça ça. passe par des collaborateurs, effectivement. Ok. Pour parler un peu plus de toi, tu l'as évoqué au début dans ta présentation. Tu es née dans un aspect, dans un monde effectivement multiculturel, puisque tu es née au Vietnam. Tu étais en école française, du coup. J'ai fait... Parce que en fait, je me posais la question, mais attends, quand est-ce que tu as appris le français, du coup? Parce que tu es venue au lycée, mais attends. En fait, c'est un peu plus Complexe que ça. Ouais. En fait, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et le Vietnam. Ok. Je suis née, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 8 ans. Et du coup, en fait, ma mère a eu une première mission en fait en France. Et du coup, j'ai accompagné mes parents ici. Donc, du coup, j'ai fait la primaire en France. Et après 3 ans, je suis revenue au Vietnam. Et j'ai fait le lycée français avant de revenir en France, faire le lycée, la classe prépa. Donc, je pense que j'ai un peu, en fait, cette double culture entre le Vietnam et la France, Oui. de par la nature, en fait, Oui. de mon expérience. Et un peu beaucoup grâce au métier de mes parents. Oui. Et du coup, comment tu entres dans le monde du luxe? Parce que tu disais tout à l'heure que, effectivement, grâce à ta mère diplomate, tu as eu cette expérience multiculturelle, de voir plein de choses. La maison pour laquelle tu travailles, c'est aussi parce qu'elle avait des produits de cette maison que tu as vu depuis petite. Mais du coup, pourquoi le luxe? Comment ça t'est venu Parce que tu vois, même ton premier stage, tu l'as fait du coup dans le monde de l'art, dans la galerie d'art, ce qui est quand même peu commun. Donc, comment tu te dis, pourquoi pas le luxe? Alors, je pense aussi, ce qui est drôle dans la vie un peu, c'est que souvent, en fait, c'est plus ton métier qui te choisit plutôt que toi qui choisis ton métier. Ok. Enfin, alors, je sais pas si ce proverbe il existe en français, mais il existe en vietnamien. Ah. Ouais, c'est ton métier qui te choisit. Ok. Donc, en fait, moi, initialement, je pensais devenir diplomate comme mes parents. Ouais. Enfin, c'était un peu le milieu dans lequel j'ai grandi et ça m'est venu assez naturellement. Dans un premier temps, donc du coup au lycée, j'ai découvert en fait l'histoire de l'art et je trouve qu'en fait ce qui est très intéressant en France, c'est un peu cet aspect en fait culturel. On est habitué en fait à aller au musée depuis un jeune âge. On aime bien se cultiver et du coup en fait j'ai découvert cette option histoire de l'art au lycée. C'était complètement en fait passionnée par ce monde de l'art. Donc ce qui m'a un peu incité à faire un premier puis un deuxième stage dans le marché de l'art. D'abord dans une galerie d'art, puis ensuite dans une maison de vente aux enchères. Et du coup, en fait, suite à ces 2 expériences, j'ai adoré le monde du luxe parce que je pense que c'est un secteur où la communication, le marketing peut faire toute la différence. Tout à fait. Dans le marché de l'art, c'était plus sur un tableau. En fait, tu peux avoir vraiment toute l'histoire à communiquer, comment tu vas mener l'histoire de l'artiste et du tableau. Eh bien, en fait, ça va complètement changer comment les acheteurs vont avoir comme perception sur l'œuvre et sur l'artiste. Mais en fait, suite à mes expériences, j'ai un peu découvert que le monde de l'art reste quand même un marché qui est assez fermé. Et surtout, quand tu viens d'un autre pays, tu as un peu plus aussi de barrières à entrer dans ce milieu. Puis en fait, c'est un produit, c'est pas vraiment un produit, mais c'est un produit. Les œuvres, c'est quelque chose vraiment de très particulier. Et souvent, il faut que tu sois aussi assez spécialiste, avoir un œil qui est plus expert sur ce type de produit. Après, j'ai eu un peu plus élargi ce côté du monde du luxe. En fait, je pense que c'était intéressant pour moi aussi de voir des types de biens différents dans le monde du luxe. Tout à fait. J'étais pas limitée que à l'art. J'ai découvert aussi les restaurants, des restaurants Michelin, qui ont aussi du luxe, mais un type de bien complètement différent. Et qu'est-ce qui va aussi justifier les prix dans ces restaurants-là? C'est encore... certes, il y a aussi du marketing, mais c'est aussi la qualité des produits, c'est aussi l'histoire des chefs. Et j'ai eu beaucoup de chance de faire le stage dans la gastronomie, dans une marque, très très grand chef, étoile Michelin. Et donc, qui m'a permis aussi d'être dans les coulisses et de comprendre en fait qu'est-ce qui fait vraiment la différence.
Et après avoir découvert en fait des types de produits différents dans le luxe et le métier du digital, j'avais envie de me diriger vers plus la beauté. Moi, en tant que consommatrice au quotidien, j'utilise des produits de beauté et toujours depuis longtemps, j'étais fan de la K-beauty. Donc la K-beauty qui est maintenant un peu très tendance en France. Et tu vois qu'en fait, la K-beauty est déjà assez en avance sur les différentes technologies, les ingrédients actifs, que du coup maintenant qu'on a en fait dans nos produits un peu des marques de luxe. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir fait ce parcours assez diversifié. J'adore. Dans tous mes épisodes, il y a quelqu'un qui mentionne la K-pop et j'adore. Et la Corée et tout. Ça part la beauté, la mode. Voilà, on a tout vu. Mais super intéressant en tout cas parce que c'est assez atypique. Enfin, à part toi, du coup, j'ai jamais connu des personnes qui sont passées en tout cas par le monde de l'art. Tu vois, typiquement. Ou effectivement les maisons de vente aux enchères. Je ne connais personne à part toi. J'adore. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Est-ce que du coup, avant d'intégrer ce monde-là, tu avais des a priori ou des clichés? Je m'attendais, tu vois, un peu le cliché de Devil Wears Prada, où les gens vont être un peu mine et très fermés d'esprit. Mais ce que je me suis rendu compte au final, lorsque j'ai intégré en fait le secteur du luxe, c'est que en fait les équipes sont très sympas et collaboratives. Enfin certes, je pense que ça dépend aussi des équipes, des personnes différentes, mais un peu comme partout en fait. Donc c'est pas que au luxe, mais j'ai eu beaucoup de la chance de pouvoir collaborer, surtout dans le digital, avec des équipes qui sont très bienveillantes, que ce soit dans le marché de l'art, la gastronomie ou aujourd'hui dans les cosmétiques. Je trouve que, en fait, tout le monde est très passionné. C'est important. Tu sais, quand tu fais ce type de métier, de voir à tes côtés, en fait, des gens qui sont au quotidien, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont convaincus par les valeurs de la maison et qui ont envie en fait de bien faire pour en fait préserver cette image de la maison. Donc moi c'est pas forcément un mythe que j'avais avant d'intégrer une maison, mais c'est la première chose que j'ai découvert, que j'ai ressenti lorsque j'ai intégré la maison. Et de deux, du coup, pour démystifier un petit peu Devil Wears Prada, je pense que en fait, je pensais que en fait, les gens seront plus en mode un peu pushy. Je pense que peut-être dans le monde de la mode plutôt, c'est un peu distant et que du coup, tu auras plus de mal en fait à t'intégrer dans ce milieu-là. Mais au final, j'ai trouvé que tout le monde était sympa, assez simple. Et du coup, en fait, au quotidien, on s'entend très très bien. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir des collègues qui sont très sympas, avec qui je m'entends très bien. Et je pense que ça joue beaucoup. C'est très important. Surtout très important quand tu commences ton premier travail. Mais c'est important au quotidien aussi. Là, c'est pas forcément par rapport au monde du luxe, mais plus par rapport au monde du travail. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de l'intégrer? Je pense que quand tu as déjà fait un stage de fin d'études et que en fait tu restes dans la même maison, tu restes quand même dans une bulle de confort. En vrai, je pense que j'ai eu beaucoup de chance que quand j'avais passé du coup l'entretien pour mon premier job, en fait, je connaissais déjà la personne en face de moi. Oui, j'avoue. En fait, je reste dans ma zone de confort. Je pensais, quand je commençais, que ça allait être un peu dans la continuité de ce que j'avais fait. Sauf que quand tu commences à travailler sur ton premier poste, les attentes sont beaucoup plus importantes. Voilà, exactement. Les attentes sont plus élevées. On s'attend à ce que tu te comportes, que tu t'affirmes en fait d'une manière spécifique. Parce que du coup, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est que en fait, j'ai en face de moi un contact marché, du coup, qui sont plus seniors que moi, du coup, qui sont aussi très exigeants en fait dans nos guidelines, aussi que moi au niveau central, que je dois comprendre en fait comment ils fonctionnent. Et donc je pense que j'ai appris the hard way, comment il faut communiquer, comment il faut être plus ferme, comment il faut s'imposer aussi avec les marchés. Donc je pense que ça en fait, il n'y a pas forcément quelqu'un qui pourrait te le dire, même quand tu as déjà une passation, onboarding. C'est pas forcément quelque chose qu'on va te dire. Non, c'est sûr. Du coup, tu découvres un petit peu sur le tas. Au fur et à mesure, c'est un peu ça que j'ai appris sur le monde du travail. Et je pense que ce soit le premier job ou le deuxième, ou quand tu vas changer
de travail dans ta vie. Les attentes vont toujours changer. Chaque fois, en fait, ce sera encore plus élevé. Je pense que on n'est jamais vraiment en fait trop préparé à ça, mais au fur et à mesure, on apprend En faisant. Je pense que ce que j'aurais aimé aussi savoir avant d'intégrer le monde du luxe aussi, c'est que même si tu as beaucoup d'avantages qui vont avec, déjà tu as le prestige qui vient avec une image de marque de luxe, mais après c'est un secteur qui reste assez plafonné. Enfin, c'est des métiers qu'on fait aussi par passion, qu'on aime beaucoup et qu'on est prêt aussi à un rythme de travail qui est très intense, des gros horaires, de grandes attentes. Tout à fait. Dernière question, avant que l'on se quitte. La question signature du podcast. Si on devait te découvrir en lisant la 4e de couverture ou le synopsis de ta biographie, qu'est-ce qu'on y lirait? Question difficile. Alors, je pense que je dirais qu'avec du coup mon évolution entre l'Asie et la France, que j'ai construit un peu un parcours dans le luxe et le digital. Et qu'aujourd'hui, du coup, en développant des stratégies e-retail globales, j'ai appris un peu à construire des ponts entre différentes cultures, entre différentes personnes, mais aussi au quotidien aujourd'hui dans mon job, entre l'exécution et la stratégie, entre le marché et le central. Et du coup, en fait, c'est toujours... Je pense que j'aime bien, en fait, faire le lien entre les choses différentes, être l'intermédiaire, être le chef d'orchestre. Du coup, les fameux. Et en fait, ce qui me passionne, je pense, au cœur de ce que je fais, c'est être vraiment fédératrice, en fait, des parties prenantes. Ça sera toujours, en fait, l'aspect que je chercherai toujours dans mes expériences. Ok. Du coup, c'est plus vraiment une 4e de couverture, mais ça te résume bien. Bâtir des ponts. Oui, bâtir des ponts, voilà. Je vais me convertir en BTP maintenant. BTP de luxe. Exactement, BTP de luxe quand même. Gardons le standing, s'il vous plaît. Trop chou. Et merci beaucoup, Cho. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Zina. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pose tes questions en commentaire ici ou @ la réalité du terrain _ podcast sur Instagram. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Moi, c'est chaud. Du coup, je suis chef de projet e-retail international dans une maison de luxe. En cosmétique. Tu vois, comme quoi cette question, c'est vrai. Donc, je suis chef de projet e-retail international dans une maison de luxe. De cosmétiques de luxe. De cosmétiques de luxe. Alors, clap de fin. Oui.